bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis pas toute seule, non, c'est un pack de potes et je suis très content d'avoir avec nous la seule d'entre nous qui a tenu un bouclier l'année dernière avec le TUC. C'est Amélie Mahé. Comment tu vas, Amélie? Eh ben ça va très bien les garçons, bonjour. Ravi que tu nous fasses faire des heures sup un jour de fête nationale. Ça doit être ta frustration de pas fêter la fête nationale chez toi. Il s'est dit tiens 14 juillet, je vais les faire bosser. Et voilà, c'est vrai que il y a le défilé en ce moment pendant qu'on enregistre, donc merci d'être là, les potes. Mon cher Théo, est-ce que toi, tu as pu tenir un bouclier dans ta carrière de rugby, etc. Oui, on peut dire, j'ai quand même tenu un bouclier d'un championnat relativement improbable qui s'appelait le Challenge du Centre, qui était l'espèce de deuxième championnat quand je jouais à l'époque aux Espoirs au PUC, et on avait battu Rion-S Montagne en finale. Donc c'est un très très beau souvenir malgré tout, mais ça n'a pas marqué l'histoire du sport. Vous trouverez ça dans aucun livre. C'est ce qu'on appelle les coupes Mickey, mais on les prend aussi, on les prend. On prend. Participation. Allez, on a beaucoup de choses sur le planche aujourd'hui. On va couvrir tous les matchs des champions des nations des 2 semaines et peut-être on va parler un peu des U20 aussi. Mais franchement, comme c'est le 14 juillet, moi je suis un petit peu en mode été. Donc hier, je suis allé faire pour la première fois un peu de planche à voile. J'ai fait un cours avec des autres et j'ai réussi à me monter sur la planche à voile. Franchement, je suis en mode été. Est-ce que vous êtes en mode été, les gars? Moi, je commence ce week-end. Ouais. Alors, je subis la canicule en Bretagne, mais je me suis dit, viens au frais. Et bah, pas du tout. J'ai l'impression que c'est pire qu'à Toulouse. Et non, on va dire, le mode été, c'est ce week-end où moi, je vais faire mon seul et unique beach rugby de l'été où je serai à Argelès-sur-Mer pour un beach rugby organisé par la Ligue Occitanie. C'est pas en Bretagne, ça, on est d'accord. Non, je retourne du côté de la Méditerranée ce week-end. Et toi, Théo? Oui, mais moi c'est pas encore les vacances, donc je suis là effectivement off parce que c'est la fête nationale, contrairement à Amélie qui est déjà en vacances depuis. Enfin bon, ça arrive d'éducation nationale. On va jeter un voile pudique sur cette réalité, mais je suis quand même tout à fait en mode été. On a la joie d'avoir reçu en Vendée la famille de ma fille Rosalie qui était en Irlande pendant 4 mois. Donc on était en Irish mode ce week-end. On a beaucoup parlé avec eux et c'est vraiment génial de les avoir et c'est des fans de sport absolus, donc très très chouette à tout point de vue. Bah écoute, peut-être à parler un peu de rugby aussi. Bah c'est notre but à nous aujourd'hui. On va parler de ce mode été pour nos 15 de France. Allez tout de suite avec le match All Black France. France-Nouvelle-Zélande, c'est le soir là-bas, mais c'est 9h du matin ici. Je suis pas certain de quel jour on est. C'est le grande équipe des Blacks avec Xavier Roigard. Il y a un Barrett, il y a I Am Groot, le pilier, et Will Jordan, le meilleur marqueur. Mais pour être honnête, il y a beaucoup de têtes que je connais pas. Il y a aussi des nouveaux têtes chez nous aussi. Il y a Staniforth aussi, Max Spring. Et il y a beaucoup de Bordelais aussi. Le coup, Poirot, Lamotte, Bocatan, Gazotti et en 8 et Jalibert en 10, mais pas Louis Bébé. Mais bonne nouvelle, c'est le retour de Damien Penaud. On a le premier haka dans ce nouveau stade, c'est mené par Cody Taylor. Premier coup d'envoi pour le premier match de Nations Championship et bim, prend ça. Max Spring subit un plaquage haut et Penaud est en mode jogging tranquille pour le premier essai et carton jaune contre Barrett. Pour le plaquage haut, Spring va sortir. Roigard commence à mener l'attaque des All Blacks. Quelques fautes français quand même. Les Blacks ne prennent pas les points. Will Jordan marque face à Atusobe. En gros, ils ont dit « On n'a pas peur de vous les Frenchies ». 7-5 toujours pour nous. Staniforth joue son rôle de gros costaud, mais il y a la même en face. Encore des plaquages hauts par les Blacks. Jalibert pour Atisobe, ça ne marche pas. On prend des points, 10-5. Encore des plaquages hauts côté Black, mais on ne profite pas. À 19 minutes, Mackenzie perce pour démarrer l'action. Laki va le finir. Au cas où on a oublié, les Blacks sont bons au rugby. Jalibert assez en jambes, nous avons un peu moins. On ajoute quelques points quand même, 12-13 pour nous. Mackenzie, il est électrique, 0 ballon gratté pour l'instant pour la France. Très peu qui sont même contestés. Les Blacks avancent tranquillement. De Groot a failli marquer, mais finalement c'est son 9 Roigard avec le laisser tranquille. Voilà, juste avant le mi-temps, c'est 3 essais à 1 pour eux, donc c'est 18-13. Notre attaque un peu en panne, mais j'allais vers avec un hop Atusobe pour Astois, 18-20 pour nous. Et Roigard encore, Barrett avec le pass, ils reprennent le lead sans stress. Jalibert tente sa chance avec un coup de pied pour Bravo Barrett, mais il faut attendre 2 minutes de plus pour qu'il marque un essai. On va l'appeler chanceux.
mais c'est annulé par parfois la vidéo, c'est nul. Atisobe va marquer son essai, mais les coups ratent la transmission, 26-25 toujours pour eux. Stade assez bruyant dans ce match et ils ont raison, c'est dur à Christchurch. 70 minutes, les Blacks montrent leur supériorité, rien n'allait arrêter cet essai de Will Jordan, son deuxième, 34-25. On peut quand même peut-être récupérer 2 points dans ce Nations Cup. 76 minutes, dernière opportunité, Jalibert en mode champion, 32-34 pour eux toujours. Allez, un petit drop de malade, on va gagner contre les Blacks, mais pourquoi on rend le ballon à la fin de ce match avec 2 minutes à jouer? Nous vous allons garder la main sur le ballon et sur le match. Le score est généreux pour nous, je trouve, 34-32, close but no cigar. Bon, ça valait le coup de se lever un samedi matin pour regarder un match avec autant d'essais. Hein. Non, c'était sur cette nouvelle compétition, hein, on savait que ça allait être potentiellement un peu compliqué. On n'y va jamais avec, on va dire, l'équipe type de l'équipe de France. C'est aussi l'occasion de voir des nouvelles têtes. On a notre seconde ligne, Stanithort, qui fêtait sa première cape. Donc voilà, il y avait quand même quelques, on va dire, nouvelles agencements dans l'équipe de France. On n'a pas du tout été ridicule. Hein. On a les cadres qui ont répondu présents avec parfois un peu de folie. On a pêché en défense. Hein. Les Blacks, c'est quand même très puissant, c'est très rapide. Le carton, on n'a pas su au début du match, on n'a pas du tout réussi à en profiter sur le score. Donc on a manqué un peu de lucidité ou d'opportunisme peut-être. Et en même temps, les Blacks ont été je trouve vraiment dans la puissance, hein. Les chocs étaient quand même assez costauds. Et puis bah voilà, ils inauguraient leur nouveau stade, ils jouaient à la maison. Bah forcément, ils avaient envie de démontrer que venir jouer les Blacks chez eux, c'est pas rien. On récupère un point de bonus défensif. La compétition qui se va se faire en 2 temps, hein, juillet et novembre. Bon bah pour l'instant on récupère un petit point à ce moment-là et puis il y a eu des belles choses. Je suis d'accord avec toi, ce dernier coup de pied à la fin, un peu incompréhensible, on rend le ballon et on se grille une cartouche de remontée, hein, donc sur le jeu courant il était normal, mais là honnêtement compliqué. Oui, moi au-delà de ce match, parce qu'effectivement on aurait pu le gagner, mais on le perd, et en même temps c'était un match extrêmement plaisant. Ce qui me met un petit peu en colère, c'est cette manière qu'a le rugby mondial maintenant de s'aligner sur toutes les autres fédérations, de vouloir inventer des compétitions à tout bout de champ. Ce Nations Cup n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. On sait qu'il y a un tournoi en Europe, il y a le rugby championship de l'hémisphère sud, il y a tous les 4 ans la Coupe du Monde. Donc là on fait quoi, une espèce de fausse Coupe du Monde en 2 temps tous les ans? Ça n'a absolument aucun sens. Donc le nombre de points gagnés, les points de bonus, le machin, etc., je m'en fous totalement. Rendez-nous nos test matchs dans lesquels on envoyait des mecs qui étaient les plus disponibles et les moins en méforme après une saison infinie s'aguerrir chez des mecs qui démarrent leur saison. On leur rend l'appareil au mois de novembre quand eux ils terminent et que nous on redémarre. Arrêtons d'inventer une compétition. Voilà, ce sont des confrontations entre nations qui étaient des matchs amicaux qu'on appelait des test matchs, et j'aimais bien ce nom, c'était pour se tester. C'est pas la peine d'aller réinventer des coupes toutes les 5 minutes, je trouve ça ridicule, donc je suis un petit peu en colère contre ça. Voilà. Après, j'ai beaucoup aimé de voir les petits nouveaux, en particulier Stanithort, même notre petit jeune Max Spring, qui était le plus néo-zélandais des Français, qui était là-bas parce que sa maman est basque et son père était néo-Z. C'est des destins qui sont quand même assez fantastiques. Sur la fin, oui, un peu plus de cohérence et on va dire de fraîcheur mentale aurait permis normalement d'aller chercher un drop pour faire un petit 35-34 qu'on aurait préféré à ce 34-32, mais quelque part pour rentrer dans une compétition, s'incliner de peu, ça permet aussi d'avoir les yeux en face des trous. C'est une petite école d'humilité et puis ça met un peu de pression sur le match d'après. Et pour moi, ce sont des tournées
avec des test matchs et je me fous totalement du Nations Cup. Voilà, vous l'avez compris, je crois. Au moins, c'est clair. Écoute, moi, je suis pas de la même avis que toi. Je pense que ça a mis un peu de cadre et un peu d'ordre dans tout ça. J'aime bien les chiffres, j'aime bien les compétitions. Je trouve ça plutôt pas mal. On sait que, il y a pas de grande victoire derrière, mais moi, j'aime bien parce que ça a mis un peu d'ordre dans des choses qui étaient un peu libres en fait d'avant. Et toi, tu apprécies cette liberté. Moi, j'aime bien que ça soit un peu plus cadré. Donc, je suis plutôt fan de ce genre de choses. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, parce que la dernière fois, on était allé là-bas. Si tu te souviens, c'était notre équipe C carrément, et en fait c'était assez drôle parce que on a failli gagner aussi, mais je me disais mais pourquoi je me sens si déçu en fait avec cette défaite, même si tu vois eux c'est le démarrage de l'année, eux ils ont vraiment leur équipe A, c'est pas forcément notre équipe A à nous, mais je suis un peu déçu en fait parce que je pense qu'on n'a pas pesé devant, ça c'est certain, mais sinon j'étais curieux pourquoi je me sentais, on était plutôt pas mal, on était plutôt bien, c'était un bon match pour la France, même si on a perdu par 2 petits points contre les Nouveaux Aides chez eux, dans un nouveau stade. Après notre saison est finie, je devrais être plutôt plus content que je suis. Allez, c'était pas le seul match dans cette première semaine. Il y avait Japon-Italie, un peu de surprise quand même, 27 pour Japon, 10 pour Italie. Amélie, toi, tu étais un peu surpris par rapport à ces résultats pour les Italiens quand même, qu'on a une équipe qu'on aime bien? Une équipe qu'on aime beaucoup, qu'on entend souvent aux Six Nations, qu'on aime bien quand ils arrivent à titiller les autres nations européennes. Donc oui, perdre contre le Japon, un peu étonnant. On avait envie de voir les Italiens s'illustrer aussi sur une scène internationale un peu plus large. Et puis finalement, ils se sont cassés les dents sur les Japonais. Et en même temps, pour avoir vu quelques images des matchs qu'il y a eu contre les Neo-Z et les Blacks, entre les Japonais et les Neo-Z le week-end d'avant, je suis pas si étonnée que ça, hein. On le sait, hein, le Japon a su s'illustrer très fortement par le passé. Ça devient une belle nation de rugby et ça montre à l'Italie que peut-être que sur un échiquier mondial, et que ça lui donnera aussi des leçons pour l'année prochaine, la marche est peut-être encore un peu trop haute. Écoute, c'est intéressant par la suite, oui, pour la Coupe du Monde. Allez, Fidji, Pays de Galles, donc Fidji qui joue chez eux à Cardiff, donc c'est un peu étonnant. Je pense que ça te donnerait l'occasion, mon cher Théo, pour en parler après. C'était 10-10 à la mi-temps, ça c'est bien, mais 39-24, Pays de Galles qui va gagner. Bonne nouvelle pour Pays de Galles qui souffre depuis un certain temps. Aussi bonne nouvelle, c'est le retour de capitaine Jack Morgan qui a fait un doublé. Je pense que ça faisait bien longtemps, novembre l'année dernière, depuis la dernière fois qu'il a joué. Donc bonne nouvelle pour Pays de Galles, mais pour Fidji un peu moins quand même. Oui, le problème des Fidji, on les connaît, hein. C'est une équipe qui a beaucoup de mal à jouer à domicile parce que d'abord c'est une diaspora incroyable parce que le rugby développé il est pas chez eux. Eux, ce sont des contributeurs extraordinaires à ce sport, mais c'est un archipel avec finalement peu d'infrastructures et donc je pense que recevoir plusieurs équipes internationales d'affilée, etc. C'est compliqué d'organiser les choses là-bas et en plus beaucoup d'entre eux vivent en Europe. Et la fédération, je pense, étant assez, on va dire pauvre, je pense qu'elle a peu de moyens également pour faire rentrer tout le monde, héberger tout le monde, mettre en musique tout ce rugby. Et je pense que c'est une des explications. Maintenant, on aime aussi beaucoup l'équipe du Pays de Galles qui avait besoin de se rassurer, mais on a un peu de peine pour les Fidji qui soient obligés de jouer entre guillemets à domicile à Cardiff et puis la semaine d'après à Liverpool. Ça fait un peu mal au cœur, mais là je pense qu'il y a personne n'est à blâmer. Je pense que c'est l'écosystème tout simplement de la nation fidjienne. Je pense que qui complique la donne. Ouais, c'est dommage que ça soit pas en Nouvelle-Zélande ou Australie quand même, parce que oui, c'est vrai. On peut en parler. Après Argentine, Écosse, 38 Argentine, 47 Écosse. Qu'est-ce qu'on apprend? En fait, Écosse, ils aiment bien marquer, ça, on savait. On passe tout de suite à de Angleterre. Donc voilà, il fallait 8 minutes pour que les Sudaf marquent 2 essais déjà. Ensuite, il y a un très joli percé de Oxnish. J'aime bien les piliers avec des noms pareils. Voilà, le troisième essai arrive 4 minutes plus tard. Donc voilà, ça fait du mal pour les Anglais. William C a marqué contre Marcus Swiss sans problème. C'est Justin Colby en fait qui tape les transformations. Voilà, il est pas connu pour ça, mais quand même 705 c'est pas mal. Première attaque des Blancs à 14 minutes, il rentre dans la 22 et Marcus Smith va prendre sa revanche, lutte pendant 10 phases et voilà, les Anglais vont marquer. Et surprise, ils vont marquer quand même une deuxième fois avant le mi-temps, 17 à 14 pour le mi-temps. J'étais un peu surpris.
Australie. 2 essais au début de deuxième mi-temps, 31-14 à 60 minutes. Le jeu est très très libre. On dirait 2 équipes de lycéens, de schoolboy rugby, avec quelques kilos de plus quand même. Voilà, le Alex Cole, il va marquer. Le deuxième ligne, il va marquer son 3e essai pour l'Angleterre, 31-21. Encore 2 opportunités pour aller chercher le bonus comme la France, et voilà, je perds de l'électricité dans la maison. Donc, j'ai pas pu regarder la fin. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté 2 cartons jaunes anglais et les 2 essais qui suivent par les Sudaf. 45-21. Ils sont juste trop forts, les Bocs. Oh, c'est l'affiche qu'on n'aime pas. Hein. On n'aime pas les Sudaf, on n'aime pas les Anglais. C'était du beau rugby, par contre. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder. Oui. Mais on aime bien quand on fait du petit, quand on veut faire du bois, quoi. Quand on veut faire du petit bois, là, ça déménage. Moi, j'aime bien quand même ces confrontations parce que pour ce qui est d'être courageux et d'aller au contact, quand on aime le rugby d'affrontement, on n'est jamais déçu avec cette confrontation-là. Je dis en plus, tu t'aimes bien parce que contre des Sudaf, tu vas t'embroucher sur des parpaings, des murs de parpaings. Là, en termes de contact, il y a ce qu'il faut en face. Hein. Excuse-moi, j'ajoute dans mon dictionnaire mur de parpaing. Donc voilà, il disait dans les podcasts en Angleterre que oui, ils étaient un peu surpris des Anglais qu'ils ont tombé sur des Sudaf. Ils disaient ah oui c'est ça, ok, ah oui ça tape fort, ah oui ok. Bon bref, on passe à Australie, Irlande. Moi j'étais surpris de voir en fait 24 pour Australie à 19 pour Irlande à la mi-temps, 31-26 à 53 minutes. On avait tous les espoirs pour les Australiens et voilà. Et pendant 5 minutes, les Irlandais voilà ils vont faire un énorme effort avec leurs avants, pénalité, ils s'atabassent, carton jaune contre des jeunes jaunes d'Australie, et voilà, essai. Pendergast avec la transformation, 31-33, 2 minutes de la fin, Bondi Aki, il va l'offrir la pénalité de la gagne pour l'Australie, et voilà, c'est à côté, c'est un peu the luck of the Irish, c'est Irlande qui gagne par très peu, 33-31. Ben, mon cher Théo, toi qui avais des Irlandais à la maison, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'Irlande? Bah, je pense que ça parle quand même principalement de la faiblesse de l'équipe d'Australie, parce que on voit que c'est une équipe qui a du mal à tenir son rang à domicile, y compris à moins d'1 an de la Coupe du Monde. Et il y a 1 an, la dernière fois qu'on avait joué contre eux, moi je pensais que la perspective de la Coupe du Monde avait quand même changé les choses et qu'ils s'étaient mis en quête d'avoir une équipe plus dominatrice. Voilà, je trouve que c'est pas le cas, et effectivement on voit que l'équipe irlandaise, même si elle est un petit peu en fin de cycle, bah elle sait profiter de ces faiblesses-là, et elle conserve un certain nombre de convictions qui sont liées à son lustre récent, et quand même à une architecture d'équipe qui tient quand même complètement la route. Écoute, moi j'étais surpris qu'ils ont marqué 31 points contre Irlande quand même. Petit problème en deuxième mi-temps, ce qu'on va voir la semaine d'après avec Australie-France. Semaine 2, un peu de nouveauté. Il y a un Parisien dans l'équipe. Ça fait un petit moment. Donc, c'est le pilier Allo Émile. Et aussi Grand Didier, qui est là pour sa première cap. Il y a 3 Wallaby à la crème, à la française. Il y a Staniforth, il y a Allo Émile et aussi Meafou, qui a été naturalisé il n'y a pas si longtemps. Ntama qui de retour, première fois depuis novembre. Et donc, ça veut dire que c'est Jalibert qui bouge en 15. Il me semble qu'on a fait des débats il y a quelques années par rapport à tout ça, mon cher Théo. Et voilà, donc Thomas Ramos n'est pas là, donc pourquoi pas. En tout cas, il est en forme Jalibert, et Ntemak a besoin de se retrouver sans forme internationale. Moi, perso, je suis content de voir Vareg, qui mérite une titularisation après sa belle saison avec Montpellier. 3e ligne un peu inexpérimentée, mais pas inconnue avec Gazzotti et Nucci. Allez, chez Australie, c'est pilier, c'est Bell. Ponga, on le connaît en 2. Valentini en 6. Le 13, c'est Souali. Le 15, c'est Tom White. Après les hymnes un peu bizarres, les pubs de TF1, d'ailleurs, ça devrait être illégal. Le match, ça commence. Et on est pas mal. Nucci avance, Jalibert n'est pas loin, Meafou en force, très bel essai pour la France, qui montre déjà qu'ils ont mangé de protéines depuis, on peut dire pendant la semaine dernière. Ils pèsent un peu plus lourd dans les impacts contre les Australiens. Mais Australie, ils ont des repenses, essais par leur talonneur, Panga, après 2 pénalités françaises. Quand ça va vite dans les rocks, c'est bien pour nous, mais quand on perd des touches, c'est moins bien. Ntemak, joli coup de pied à suivre. Le rookie Grand Didier va la marquer, 12-7. Joli 50-22 pour Tom White. Jaune, c'est peut-être le couleur de carton pour Meafou, pour contact à la tête. Essai pour une 3e ligne, c'est Fraser McWright. Il va faire un sacré match, lui, 14-12 Wallaby. Encore un 50-22 énorme pour Tom Wright.
Et voilà, et c'est facile, encore le set, McWright, derrière un ballon porté, 21-12. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est très ouvert, avec 250 mètres parcourus en 5 minutes. Penalty touche pour nous avant la mi-temps, mais non, ce carton jaune était cher payé, 21-12 le mi-temps. Deuxième mi-temps, on n'arrête pas à se faire arracher le ballon. C'est le set australien, c'est un vrai client. 2 essais en première mi-temps et au moins 2 grattages dans les premières 3 minutes de deuxième mi-temps. Voilà, on peut dire c'est le McCord, de Richie McCord des Wallabies. Finalement, un penalty dans notre faveur. On ajoute 3 points, 21-15. Et après, des gros ballons portés par nous. Jalibert en jambes, Warberry, Moefena échoue devant la ligne. Dommage. Il revient quand même. Il échappe quelques plaquages. Grand percé. Jalibert avec le coup de pied pour grand Didier. Il doit être content, le jeune homme. 2 essais pour lui dans ce premier match. Mais poteau, 21-20, toujours pour les Wallabies. Et oui, Ntamak avec un essai. Et son premier câlin, c'est qui? C'est Jalibert. C'est bon, ça. D'un coup, c'est comme on a compris que l'objectif de ce match, c'est marquer des essais, 27-21 pour nous. J'ai oublié de dire qu'il y avait un carton jaune contre McWright. Le coup avec le pied, Jalibert avec les jolies jambes, Verhaeghe is very good, essai pour nous, 34-21, et ça va beaucoup mieux. Énorme le 1-2 entre Jalibert et Atusobe, dommage, c'est jugé en avant, même si la passe était aussi plate qu'un verre d'Evian. Noshi est vraiment en forme, notre bon surclasse celle des Australiens, je pense à Staniford. Et Gourge aussi, voilà, il est 2 minutes sur le jeu, il se débarrasse de son vis-à-vis et offre un bijou à Itisobe, 42-21. On a doublé les scores des jaunes. Il reste 6 minutes, assez pour Australie pour gagner leur point de bonus, car ils ont marqué 4 essais. On finit 42-26, un match assez sympa et rassurant. Amalie? Ouais, on s'est fait un peu peur quand même en première mi-temps quand j'ai vu. Alors, c'était un peu ascenseur émotionnel. Hein. On marque très très vite comme la semaine dernière, donc on s'est dit ok super, on est sur une très bonne lancée. Ils sont dans le match. Et puis les Australiens reviennent un peu au score et puis nous dépassent. Et à la mi-temps, tu dis 21-12 chez eux. On connaît les ressources françaises, mais voilà, 40 minutes, ça peut s'écouler très très vite. Et là, ils t'ont sorti une espèce d'armada où effectivement, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ce besoin insatiable de marquer, de scorer. Et en fait, les mecs, ils ont lâché plus aucune pression. Ils ont joué du rugby. J'ai trouvé en fait du rugby décomplexé, du rugby de jeunes où tu te prends pas la tête. Et c'était un peu ce que j'ai vu hier aussi chez les Baby Blues chez nous hier, où en fait les mecs, ça y est, il y avait plus de barrière, tout a sauté. Et en fait, ils nous ont régalé. Alors le score est très très dur pour les Australiens et du coup ça va accentuer encore plus les craintes de ce que Théo nous disait tout à l'heure. À 1 an de la Coupe du Monde, tu te prends une rouste pareille chez toi, franchement c'est dur. Et là tu peux te poser des questions clairement sur à 1 an d'une Coupe du Monde. Nous côté français, on peut que se réjouir de voir que même avec des nouvelles têtes, on a un vivier qui est incroyable. Ça on le savait déjà, mais les mecs quand ils sont appelés en équipe de France, en fait, confirme qu'on peut compter sur eux et ça te laisse une marge de manœuvre non négligeable au cas où il y a un pet. On va pas se le souhaiter, mais on a bien vu il y a 3 ans que des pets, on pouvait les avoir. Et forcément, énorme pensée et dédicace à Grand Didier qui a assuré sa première cape de manière magistrale en équipe de France. On rappelle que le mec, il est champion olympique en 2024 à Paris. Il s'est remis au 15, c'était sa première cape, et je sais pas si vous l'avez vu, et vraiment, allez voir sur les réseaux, l'émotion du gars à la fin en interview, qui était en larmes, et j'ai trouvé ça tellement beau, en fait, là, c'est le petit garçon qui parle, le petit garçon qui se rend compte, qui porte le maillot de l'équipe de France, le gars est champion olympique, et chiale comme un bébé, et c'était trop beau à voir, parce que c'est sa première cape, parce qu'il joue en Australie, parce qu'il met 2 essais, et tu dis mais en fait ces mecs jouent pour la beauté du ballon ovale. Il a gagné l'une des plus belles médailles qui existent, toutes compétitions confondues, et il a vécu cette première cape dans une compétition de merde si on écoute Théo, et il a pas totalement tort. Et en fait il a vécu ça, je pense, d'une manière aussi belle que sa médaille il y a 3 ans. J'ai trouvé ça d'une très belle sincérité. Des très belles émotions. Ouais, vraiment c'était chouette à voir. Moi, je dirais que ce qui est quand même très impressionnant, c'est que les Australiens qui menaient effectivement 21-12 à la mi-temps ont encaissé un 30-0 dans
dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, 25, un truc comme ça. Ce qui en dit long quand même sur la supériorité de l'équipe française. Je pense que les Australiens, ils peinent complètement à trouver un patron dans ce sport. Il y a, je sais, une succession de numéro 10 au poste chez eux, alors que c'était un grand pays pourvoyeur de numéro 10. Les Larkham, Laina et autres nous ont fait rêver pendant pas mal d'années quand Amélie était encore en culotte courte. Mais nous, on était déjà en train de regarder ça. Thierry, quoique toi, tu regardais peut-être les Denver Nuggets à l'époque, je ne sais plus. Mais en tout cas, là pour l'instant, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est effectivement très préoccupant de prendre une rouste pareille à un an de la Coupe du Monde. Et d'un côté, leur numéro 10, là, c'était un bisu, c'était un mec qui avait jamais joué à ce poste. Et de l'autre, on avait sur le terrain peut-être les deux meilleurs numéros 10 du plateau mondial en ce moment dans la même équipe, un en 10, un en 15. Et c'est vrai que cette formule de mettre Mathieu Jalibert en 15, elle est quand même intéressante parce que toujours se passer de l'un des deux, soit Ntamak, soit Jalibert, c'est un vrai casse-tête à chaque fois et un vrai crève-cœur parce que ce sont deux joueurs exceptionnels. Et finalement, peut-être que la meilleure idée, c'est de les aligner. Alors, il faut que Ramos soit pas là pour qu'il y ait de la place derrière en 15. Donc, le casse-tête n'est pas fini. Mais n'empêche que j'ai trouvé que c'était une formule qui était loin d'être inintéressante. Je les ai trouvés plutôt bons tous les deux. Et puis j'ai un petit faible pour Lenny Nouchi, je lui prédis un bel avenir. C'est pas le mec qui a toujours les meilleurs stats, c'est pas le mec qui sera le plus flamboyant, mais c'est un guerrier et on a besoin de guerriers dans les équipes. Donc je pense que ce sera un grand joueur du 15 de France en dépit de sa jeunesse aujourd'hui, et c'est peut-être pas lui qui a la palette technique la plus large. Mais au coup d'épaule et à la détermination et au fait d'être un joueur de rugby qui a compris que celui qui a raison, c'est celui qui avance. J'adore ce joueur. Encore, ouais. Et t'as raison, parce que moi, j'ai trouvé que Jalibert, il jouait 10 en 15 dans le sens qu'il était très généreux avec son ballon. Tu vois, normalement, j'ai l'impression que les 15, ils se misent sur l'épaule, il faut que eux, ils marquent. Et là, je trouvais qu'il distribuait bien, tu vois, il a fait au moins 2 passes décisives, il me semble. Donc voilà, je trouvais ça chouette parce que ça nous donne des options. Et si tu te souviens, il y avait un moment, je pense que c'était il y a 4 ans, on disait, comment ça va fonctionner. Après, Jalibert, il était un peu moins sur l'équipe de France et tout, parce qu'on voulait le mettre en centre. Mais là, je suis content que tout ça se passe bien en ce moment au niveau de personne et que ce soit lui. Moi, je suis très attentif à ce genre de trucs émotionnels, tu vois, comme Abani par rapport aux les larmes. Et c'était que ce que faisait Jalibert qui vient faire le premier câlin à Ntamak. C'est cool. Ça veut dire que, on a une équipe qui roule et une équipe qui s'entend bien et il n'y a pas de problème. Ouais, je valide aussi les petits mots d'Amélie, l'émotion d'Aaron Grandidier, c'est vraiment génial. Et c'est un joueur qui a des capacités physiques notamment qui sont complètement hors du commun. Donc s'il trouve sa place dans une équipe à 15 comme ça peut être un crack. C'est des mecs qui sont très très au-dessus sur le plan athlétique, on le voit, il est grand, il sait tout faire, il va vite. Donc le fait qu'il soit passé du 7 au 15 avec succès et qu'il soit aussi ému en dit peut-être long sur la détermination qu'il va avoir pour s'y installer durablement. Ce sera peut-être un bonhomme à la Coupe du Monde. Tout à fait. Au moins, les Australiens, ils étaient enchantés par le mulet de Stanford. J'étais sur des chats australiens. Ils disaient, attends, mais c'est qui avec ce Joe Dirt mulet? Donc, Joe Dirt, c'est un film, il y a, dans les années 90, avec un personnage qui a un grand mulet. Donc, ils étaient assez fans de ça. Mais ils étaient moins fans de leur deuxième mi-temps. Ça, c'est certain. Donc, voilà, un peu de travail pour eux à faire. Bon, on va passer à les autres matchs assez rapidement parce que Nouvelle-Zélande. Juste un truc, Thierry. 3 Australiens, de naissance quand même dans l'équipe de France, entre Emmanuel Meafou, Stanley Force et Moses Allo-Emile qui faisait sa première aussi. C'est quand même aussi intéressant de voir malgré tout l'attractivité de la France pour récupérer des joueurs de grand talent qui viennent, qui s'installent, qui font leur vie là au point de devenir des membres de l'équipe de France. Ça dit aussi quelque chose du rugby à 15 australien qui malgré tout est à la traîne, on le sait, du rugby league, du rugby à 13 là-bas et aussi du OC Rules qui sont les sports numéro 1 et 2 sans conteste. Et le rugby à 15, c'est un peu la banlieue du sport là-bas quand même, ça se voit un peu quand même quand on voit ce genre de choses. Jamais un joueur de rugby à 13 ne serait parti en France pour faire carrière là-bas en Australie, c'est impossible. Mais est-ce que on a 3 Australiens, mais est-ce qu'on a un Sudaf? Ce coup-là, on en a peut-être plus, c'est ça qui est fou. Parce que je vous rappelle, et Amélie, tu le sais pas parce que tu n'as pas écouté nos premiers épisodes, mais je disais que dans une équipe, il y avait toujours un Sudaf. Voilà.
Parce que la diaspora sud-africaine dans le rugby, elle est balèze. Et pour Allo Emile, hein, n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos en inside où on voit en fait la vie des Bleus hors des matchs. Et il y en avait une qui était très très drôle parce que Allo Emile en fait avait son comité de supporters et les joueurs comme à chaque match a le droit à quelques places et en fait Allo Emile a pris une razzia de places pour que toute sa famille qui était en Australie puisse venir le voir. Donc c'était très très drôle. Je crois qu'il avait pris 20 ou 30 places pour lui tout seul et parce qu'en fait il était certainement l'un des rares Bleus en fait à avoir ses propres supporters sur place et il disait que femme et enfants avaient fait le trajet aussi pour cette première pour ce match un peu très très symbolique pour lui, hein, jouer chez lui devant sa famille avec le maillot de l'équipe de France. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos en inside. Je trouve que c'est très bien en fait de voir les mecs au quotidien et de voir comment ça se passe dans les entraînements, dans les chambres d'hôtel, dans la vie de groupe. Enfin, c'est plutôt chouette de voir l'envers du décor. Ouais, trop bien ça. Merci. Allez, les autres matchs de ce deuxième semaine, pas de surprise, Nouvelle-Zélande 47-17 contre Italie. On peut peut-être dire que 30 points en fait d'écart. C'est peut-être l'Italie va un peu mieux qu'on aurait pensé. Japon, Irlande, étonnant aussi parce que c'est pas joué en Japon. En fait, un peu dommage, c'est joué en Australie avec ils en face à que 8000 spectateurs. Donc c'est un peu dommage, mais c'est Irlande qui va gagner 36-20. D'ailleurs, beaucoup de nouveaux têtes dans cette équipe contre le Japon. Ils ont besoin de se rajeunir. Donc voilà. Argentine, Pays de Galles, j'ai regardé le deuxième mi-temps de ce match, c'était déjà 28-14 dans un stade qui était pas du tout rempli. Et peut-être parce qu'il faisait froid. Il fait froid dans l'hémisphère sud en ce moment. Voilà, les Pumas, en fait, ils adorent plaquer, ils adorent déployer, ils adorent gratter. Les Dragons rouges de Pays de Galles, on m'a pas donné l'impression d'aimer ça. Voilà, donc victoire assez facile, 35-21 pour l'Argentine. Par contre, le match du week-end, l'autre match de week-end, en fait, c'était Afrique du Sud, l'Écosse. Allez, les Écossais dans ces couleurs bizarres lavande rose. Les Écossais sont là pour taper les mecs et peut-être pour jouer au rugby. Les Sudaf, par contre, ils n'ont pas peur. Résultat, 16 minutes de rugby très costaud avant les premiers points. Le petit neuf Ambrose Papier avec un exploit individuel de 22 mètres. Voilà, donc les Sudaf qui démarrent. Ils ont envie, ça suit tout de suite après avec un grand percé du 4, donc 14-0 pour les Sudaf. Mais les Écossais sont pas mauvais, hein. C'est juste que les Sudaf tuent leurs actions dans l'attaque avec des ballons grattés. Ils vont quand même aller gagner des mêlées de jusqu'à 5 mètres des bocs. Fagerson va marquer un essai par des chardons. Ils vont marquer juste encore avant le mi-temps. Donc surprise, à la mi-temps, c'est 14 partout. Deuxième mi-temps, carton jaune contre les bocs, mais les chardons malheureusement ne profitent pas. 15 minutes plus tard, en fait, dans leur première entrée dans les 22 Écossais dans la deuxième mi-temps, les bocs sont trop forts. Ils aiment ça, ils marquent tout de suite. Donc voilà, c'était 14-14. Maintenant, c'est 28-14 à 60 minutes. Mais les matchs n'est pas fini, non. Écosse vont quand même marquer 2 essais autour de 70 minutes. C'est 42-28, c'est le score final pour les Springboks. Mais Écosse montre qu'ils ont peut-être un des meilleurs attaques et ils méritent bien leur ranking du 5e mondial, voire peut-être un peu plus. Non, je sais pas. Moi simplement, je vais être honnête, j'ai pas vu le match. En revanche, la couleur bizarre, c'est la fleur du chardon. Ah, ok. C'est pour ça. Merci. Une petite rose un petit peu pâle. Donc, au cas où, peut-être ça leur donne un peu de peps parce que l'Écosse, par rapport à un peu de piquant. Ouais, par rapport à l'Angleterre la semaine d'avant, l'Écosse, ils ont entré dans le match pour dire, on n'a pas peur de vous, les Sudaf, allez les Bocs, on y va face à face. Et c'était évident dans les premières charges, on va dire du talonneur par exemple. Il a dit, allez, on y va quoi. Et bon, j'aime bien cette équipe d'Écosse. Ils sont très agréables à regarder. Moins agréable, en fait, il y avait Angleterre contre Fidji, 35-3 pour le mi-temps. Déjà, ça finit 73-8. Voilà, difficile, rien à dire, sauf que ils ont pu sortir leur Sudaf, les Anglais. C'est Berhard van Rensburg. En fait, c'est un premier cap pour lui, qui a joué dans les U20 d'Afrique du Sud. C'est un centre avec un coupe de cheveux et un physique de 3e ligne. Donc voilà, ça dit tout. Et tiens, ils ont eu Rowan Atkinson qui a marqué dans la première mi-temps et 3 essais par ton pote Henry Pollock. Il faut se dire quand même qu'ils sont pas si mauvais. Et en fait, ils ont perdu 5 matchs avant les Anglais. Et si vous imaginez qu'ils allaient perdre le 6e, non, c'est pas possible. Donc voilà, Henry Pollock qui marque 3 essais quand même dans le deuxième mi-temps. Il est même pas titulaire encore. Il les garde toujours sur le banc pour lui donner un peu de piquant lui aussi. Donc voilà, 73-8 quand même.
Et Van Rysburg, qui effectivement a fêté sa première sélection avec l'Angleterre avec une coiffure particulièrement atroce, pire que celle de Staniforth, honnêtement. Il a quand même marqué un essai sur son premier ballon. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est quand même à noter, parce que tu rentres, c'est ta première cape, tu prends le ballon, tu marques un essai. Bon, bah, ok, d'accord. Non, ça mais s'appelle être là au bon moment, au bon endroit. C'est ça. Le score est terriblement cruel pour les Fidjiens. Et ça en dit long sur le sens de ce type de, entre guillemets, compétition. Voilà, aller prendre 70 points en jouant soi-disant chez soi, mais à Liverpool, avec une équipe qui est un petit peu éparpillée partout, qui se rejoint à la veille du truc. Enfin, c'est très très compliqué pour les Fidjiens, et je trouve ça un peu limite. Tant voilà, ces joueurs-là sont essentiels dans le rugby mondial aujourd'hui, dès qu'ils sont en nation, parce qu'ils ont peu de moyens, effectivement. Bon, j'ai regardé entre-temps, Suva, qui est l'île principale de Fidji, il y a 80 000 habitants, et le seul stade qu'ils ont là-bas, il fait 15 000 places. Donc on comprend qu'ils puissent pas recevoir des trucs dans les standards internationaux, mais est-ce que c'est les respecter que de les envoyer à Liverpool pour en prendre 70 ? Je m'interroge. Voilà. Je sais pas si j'aurais une meilleure idée que ceux qui s'occupent de ça, mais je trouve ça bizarre. Peut-être, j'ai une idée, c'est qu'en fait, l'autre équipe doit les donner, genre, 100 000 € par essai qui marque, ou, tu vois, un truc comme ça. Par exemple, tu vois, au moins, c'est une très bonne idée. S'ils vont perdre, bah, au moins, ils gagnent un peu d'argent pour que la prochaine fois, ça se passe plus près de chez eux, quoi. Un petit mot sur les Fidji aussi, parce qu'on rappelle que Virimi Vakatawa intègre l'équipe fidjienne. Alors, ce nom doit parler à pas mal de nos auditeurs. Ancien international français qui a arrêté sa carrière en 2022 en France suite à une anomalie cardiaque découverte et qui l'interdisait de jouer en France. Parti en Angleterre puisque les restrictions étaient un peu moins strictes justement en Angleterre. Et en fait, il est retourné jouer au Fidji cette année où il fait une très très bonne saison. Les spécialistes du rugby disent qu'il a retrouvé son meilleur niveau et suite à blessure, il a été appelé dans le groupe. Donc Vakatawa qu'on pensait totalement fini suite à ça avait été une onde de choc, hein, on va pas se mentir, hein, il y a 4 ans maintenant quand l'annonce avait été faite. Ancien joueur du Racing, je le rappelle. Oui, évidemment. Et donc du coup qui se retrouve plus qu'un second souffle et qui est retourné au pays cette année et qui finalement suite à des blessures a intégré le groupe et va peut-être connaître sa première cape avec les Fidji. Si je ne me trompe pas, il est international français. Oui, mais comme il n'a pas joué depuis plus de 3 ans avec l'équipe de France, World Rugby lui permet de retrouver, de jouer pour un autre pays, en l'occurrence son pays de nationalité. Exactement, c'était ça la règle. Ouais. C'était 3 ans sans jouer pour la même nation. Bah écoute, on souhaite le meilleur aussi, surtout au niveau de santé. On entre dans la troisième semaine là, et voilà, pour l'hémisphère nord, on va dire c'est Irlande qui a le plus de points, avec 2 victoires et plein de points de bonus, avec 10, et France 7, Écosse, Angleterre, Pays de Galles, Italie. L'autre côté, bah c'est Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande qui ont le plus de points, comme ils ont gagné leurs 2 matchs. Voilà, Nouvelle-Zélande, Irlande, les gars, vous dites quoi ? Qui va gagner ? Ah, ça va être serré, ça va être un beau match. Je pense que les Blacks vont gagner, mais je pense que c'est un match à voir. C'est très souvent des matchs spectaculaires. On sait qu'il y a quand même pas mal d'Irlandais aussi qui ont des racines néo-zélandaises. Alors là, j'ai pas vu la composition qui se prépare, mais entre le demi-mêlée Gibson Park et Love l'ailier, s'ils sont là, c'est quand même des néo-Z de naissance. Donc c'est aussi des matchs spéciaux pour ces gars-là. On va essayer de le voir. Parce que ça va être intéressant. Mais moi, je mets une pièce sur la Nouvelle-Zélande. Australie, pareil. Italie. Ah bah si les Australiens n'arrivent pas à battre les Italiens, là ça va être grosse panique à bord à J-1 an de la Coupe du Monde. Mon cœur va pour l'Italie, alors... Fidji-Écosse, à Edinburgh quand même, à la maison pour l'Écosse. Non, ça va être une rouste monumentale. Hein. Ah là, les Écossais, je pense vont ils sont beaucoup trop chauds. Pas... Ouais. Donc un autre rouste, ça va être Afrique du Sud, Pays de Galles. Ça va être une rouste aussi. Hein. Il y a des chances, malheureusement. Ça va être 80-0, ça va être horrible. Allez, Argentine-Angleterre, c'est pas un match qui m'inspire le plus. D'ailleurs, je trouvais ça dingue qu'il y avait Australie, Pays de Galles à TF1 à 9h du soir. Tu vois, j'étais assez surpris de voir sur des grandes chaînes comme ça. Bon voilà. Ouais, entre TF1 et TMC, on a eu quand même les matchs qui se sont enchaînés
Et puis pour ceux qui sont pas amateurs du Tour de France, c'est bien, vous avez pu bouffer du rugby toute la journée, 6 matchs dans la journée. Ça donne tu vois, t'as déjà un petit avant-goût de la Coupe du Monde, en fait, où tu vas pouvoir te taper quelques belles affiches dans la même journée et pas être très productif d'un point de vue travail. Mais ouais, c'était cool d'avoir accès à tous les matchs. Ouais. Des fois, on se plaint, nous, ici, de certains matchs internationaux qu'on voit pas, etc. Ben là, tout était accessible et c'est ça que c'était chouette. Alors, c'est qui va gagner, Angleterre ou Argentine, les gars? Moi, j'espère que ce sera les Anglais, parce que moi, j'estime que les Argentins ont vraiment besoin de trouver leur maître souvent, donc je les trouve arrogants et pénibles au moins autant que les Anglais, et je préfère en ce moment le jeu des Anglais, même si y a Pollock dans leur rang, mais je pense que les Anglais vont gagner. Allez, après c'est notre match à nous, Japon-France. D'ailleurs, juste rapidement, j'ai vu des vidéos des Japonais qui sont là avec l'arrivée des joueurs français pour signer des autographes et tout ça. Je trouvais ça chouette quand même que le rugby prend place en Japon. Les supporters japonais, mais quel que soit le sport, font partie des meilleurs supporters au monde. En termes d'engouement, alors, en plus, engouement et japonais, c'est un peu paradoxal, mais parce que il y a toujours cette pudeur dans le fait de supporter, mais ils sont toujours à fond quand même. Enfin, donc ça m'étonne pas en fait qu'il y ait eu un accueil très chaleureux. J'ai vu une jeune femme avec une affiche Nolan Le Garec avec le maillot, elle lui a fait signer. Enfin, je trouve ça trop chouette, et oui, je suis persuadée que les Japonais vont faire un accueil monumental aux Français. Mais ça va pas empêcher aux Français de leur mettre une rouste aussi samedi matin. Bah écoutez, moi je pense que le score fait peu de, voilà, il y a peu d'enjeux sur le score. On va battre les Japonais, c'est du 9 chances sur 10. Après ce qu'on a montré contre les Australiens et en deuxième mi-temps avec l'apport du banc, etc. Si Galtier arrive à faire une équipe, ce qu'il va faire, qui a la motivation de commencer le match par le bon bout, normalement c'est la rouste assurée. Et je vous rejoins tout à fait sur le fait que les Japonais sont incroyablement accueillants et joyeux, et que c'est une équipe qui progresse au rugby. Donc pour eux c'est un honneur, et ils ont cette culture aussi de recevoir les adversaires et de regarder les beaux côtés des adversaires avant de regarder leurs points faibles à eux. Donc je souscris tout à fait à ton enthousiasme pour cette affiche que je regarderai avec délectation. Bah écoute, c'est pas le seul championnat en ce moment, parce qu'on a aussi le Junior World Championship qui se passe en Géorgie en ce moment. Et bah dis donc, la France, ça va plutôt bien. On était en demi-finale face au Nouvelle-Zélande et on a gagné. Et oui, je vous ai texté pour ce dernier essai qui était un essai au bout du monde. Hein, Théo, tu vas nous dire quand c'était cet fameux essai de la France contre Nouvelle-Zélande. Mais voilà, c'était un 94, voilà. Ça date, nom d'un chien. Je sais même pas si Amélie était née. Je pense. Mais c'était un sacré match. Amélie, tu l'as vu aussi, ce match-là? Ouais, j'ai vu, j'ai raté la première mi-temps parce que y avait un dessin animé de mythe sur mon ordinateur et j'ai complètement zappé. Mais j'ai regardé la deuxième et j'ai arrêté de respirer, hein, littéralement, où je me suis dit, mais bordel, ça va être encore nous, les Frenchies, qui allons échouer de peu alors que y a moyen. Et là, cet essai, mais typiquement c'est ce que je disais, de tout à l'heure, t'as l'enthousiasme de la jeunesse, t'as la décomplexité, et les mecs de toute façon savent que il reste plus rien au chrono quasiment, que si tu fais pas un truc de fou, ça passera pas. Et je me suis fait peur parce qu'il y a une espèce de rebond, et comme la caméra est large, je me suis dit merde, il fait un en avant, personne l'a vu, on va revenir, etc. Enfin bref, regardez cet essai. Il est magistralement bien joué. Les 2 contre 1 sont mais d'une finesse incroyable. La dans folie, toutes les écoles de rugby. Ah mais ouais, c'est ça. La folie de la jeunesse s'est couplée avec une lucidité et maturité de jeu incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le geste de trop, la course de trop. Les mecs, ils y sont allés à 3-4, ils se sont suivis. C'est du rugby magistral. Et en vrai, c'est mérité. Alors, c'est terrible pour du coup Coété Néo Z de sortir sur cet essai-là. Mais ces petits jeunes ont été incroyables sur cet essai. Enfin, de toute façon, sur toute cette demi-finale, sur cette compétition, tu marques 2 essais sur ballon porté. Enfin, on a cette chance en France de se dire, de pas se demander qui va venir après les Dupont, les Ntamak, qu'on sait approcher de la trentaine et que certains commencent déjà à s'inquiéter. Putain, mais regardez la Coupe du Monde des jeunes et comprenez que, bah non, en fait, hein, ça arrive encore derrière, et on a cette immense chance en France.
C'est un match qui respire l'intelligence de jeu. C'est ce qui m'a le plus frappé parce que c'est une victoire extrêmement complète. Avec effectivement plusieurs essais sur de l'essentiel du rugby, c'est-à-dire mettre la main sur le ballon, avancer dans des rucks et des petits tas et puis marquer. Et on sait que dans le rugby moderne, il faut savoir le faire parce que quand les occasions se présentent, il faut engranger les points. Ils l'ont fait de façon remarquable. Et ensuite, dans cette fin de deuxième mi-temps, c'était quand même un concours de grands coups d'épaule avec les Baby Blacks qui laissaient pas leur part aux chiens, qui ont, même s'ils étaient en infériorité numérique, ils avaient réussi à passer devant avec des joueurs tout à fait remarquables et avec honnêtement une prestation qui pouvait tout à fait les envoyer en finale. Mais la qualité technique, la tête froide de ces gamins, avec 10 minutes avant l'essai de la victoire, ils font une espèce de relance depuis quasiment leur but dans les 22 et où le 10 va chercher au pied son ailier dans ses propres 22 pour griller toute la politesse à toute la défense. Je veux dire, c'est un panache exceptionnel. Normalement, tu fais ça, tu te fais engueuler par 100% des coachs qui te disent « Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Travaille tes sorties de camp et tous ces propos absolument chiants parce qu'ils sont trop techniques. » Non, là, il dit « Attends, on va le tenter comme ça. » Ils le font. Sur ce coup-là, c'est pas passé, mais sur le coup d'après, tchic-tchac une fois, deux fois, ça remonte 10 mètres, 15 mètres, puis après 3-2 contre 1 d'école qui sont joués pour finir entre les perches avec le numéro 13 qui marque. Enfin, franchement, c'est un à montrer dans toutes les écoles de rugby, deux, c'est du très très haut niveau et c'est ce qu'on veut voir tous les jours au rugby, quoi. Voilà, j'ai trouvé ça fantastique. Je pense qu'après une victoire comme ça contre les Blacks, ils vont quand même être lancés et je leur souhaite plein de bonnes choses. C'est en Géorgie, on voit que le stade sonnait un petit peu creux parce que nous on sait que les Géorgiens jouent au rugby, mais visiblement en Géorgie ils savent pas tous que le rugby existe. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour la finale, mais en tout cas chapeau à eux et un plaisir immense de voir ces gamins oser comme ça, s'affirmer, se construire tout simplement un passé de vainqueurs, de gagnants, et dans 5 ans, dans 10 ans, c'est ces mecs-là qui seront en équipe de France pour partie. Juste un petit truc vocabulaire, panache d'ailleurs, c'est un mot en anglais qui vient du français et ça veut dire courageux avec flamboyance, et aussi reckless, c'est un mot reckless, ça veut dire sans souci ou sans peur des contraintes. Sans peur. Voilà, et c'est un très beau très joli mot à utiliser. D'autres nouvelles aussi, il y a donc ça veut dire que nous on passe en finale face aux Sudaf en fait, qui ont battu les Anglais U20. Match qui n'était pas forcément serré au score, mais quand même les Anglais qui gagnaient dans leur première mi-temps, un peu étonnant. En fait, c'était un bataille des 10 ce match. Il y a côté Sudaf, il y a Wakim Ahmed qui a fait marquer environ plus de 20 points. Hugo Shields, c'était l'autre 10 côté anglais. Lui, il a marqué 2 essais avec plein de points au pied. Donc voilà, c'est quand même les Sudaf qu'on va battre en fait, donc les champions en titre qu'on va battre, en espérant on va les battre, mais on va les voir en finale la semaine prochaine. Et voilà, c'est Nouvelle-Zélande et Angleterre qui vont se jouer pour le 3e place. Ouais, on a un joli samedi qui nous attend. 10h40 pour l'équipe A et 18h30 pour les petits bleus et la finale. Donc zéro excuse. Vous pourrez même regarder le Tour de France l'après-midi entre les deux. Le Tour de France, faire la sieste devant le Tour de France, parce que c'est à ça qu'il sert le Tour de France, à s'endormir devant. C'est exactement. Ça sert à autre chose aussi, c'est qu'avec avec les enfants, parfois on choisit les destinations pour l'été d'après en regardant le Tour de France. Et c'est comme ça, je suis allé à Briançon, à plein d'endroits comme ça. Je dis ça a l'air pas mal, Briançon. Allez, on y va, on y va comme ça. Bon, écoutez les gars, c'est fini pour le rugby. Est-ce qu'il y a d'autres choses, parce qu'il y a apparemment il y a une espèce de coupe de monde de ballon rond. Je suis pas sûr si vous suivez tout ça. Jamais entendu parler. Pas. Un ballon rond, ça existe un ballon rond? Oui, je connais pas. Blague à part, moi mon coup de gueule, je sais pas si je l'avais déjà eu, c'était la journée. Je ne supporte plus d'entendre parler de la Coupe du Monde de la FIFA. Voilà, je ne supporte plus. C'est la merchandisation, le mercantilisme absolu dans le sport qui fait que les abrutis autour de Gianni Infantino, qui est une figure complètement pathétique d'ailleurs pour incarner ce sport, patron de la FIFA, lui ont dit attends, il faut faire du branding. Avec FIFA, tu vas pouvoir te faire les couilles en or si tu obliges les gens à dire FIFA au lieu de football. Donc, tu regardes sur TF1 la Coupe du Monde de la FIFA.
Je ne supporte plus. Rendez-moi la Coupe du Monde de foot et que Gianni Infantino aille se faire cuire le cul. Voilà. Je suis désolé, c'était pas familial, c'est comme ça, j'en peux plus. Voilà. Non, on est content pour les Français, mais c'est toute cette, enfin tous les à côté de la Coupe du Monde, et on est tellement loin des valeurs qu'on défend tous les trois, ou du rugby en général, que ce soit sur cette Coupe du Monde qui est devenue encore une fois la Coupe du Monde la plus chère, une Coupe du Monde sur 3 pays, dans un pays où on est en train de devenir liberticide au plus haut souhait, avec des sorties de route contre les Français qui seraient pas assez français parce qu'ils sont pas assez blancs. Infâmes. C'est devenu insupportable, et malheureusement je trouve que le foot en fait devient la représentation d'un monde beaucoup plus large et d'une réalité qui est telle, à savoir que on a une banalisation d'une montée des extrêmes, et que sous prétexte que c'est la Coupe du Monde de foot, bon, c'est pas grave, on traitera ça une fois après la finale, et en fait c'est trop de visibilité pour ces gens-là qui devraient même pas avoir le droit de parole. Enfin, bon, donc ouais, écoutez, je propose qu'on retourne. On est quand même derrière nos bleus. On a toute l'humilité derrière ces jeunes, parce que par contre, je trouve que c'est au-delà du foot, d'un point de vue technique. Voilà, du foot, ils sont en demi-finale, ils l'ont pas volé. Je trouve que cette génération de footballeurs défend quand même des belles valeurs. On l'a vu sur le match contre le Paraguay, ou l'attitude d'Mbappé. Enfin, c'est des mecs qui s'en prennent plein la gueule, et pas depuis qu'ils sont visibles, certainement depuis qu'ils sont tout gamins, parce qu'ils ont pas la bonne couleur de peau. Et je trouve qu'ils sont d'une maturité et d'une humilité incroyable, et surtout la tête froide, parce que je vous mets au défi en fait de pas y réagir. On le voit nous comment on est ici. De rester serein quand tu t'en prends autant dans la gueule. J'espère vraiment qu'ils iront au bout, rien que pour clouer le bec à tous ceux qui estiment que ils sont pas assez français. Bon, écoute, on souhaite bonne chance à nos Bleus contre l'Espagne, contre les Sudaves et contre les Japonais. Voilà, donc et aussi à vous, on souhaite un bon été, potentiellement un dernier épisode avant la fin d'été. On va voir si c'est faisable, et voilà, après ça serait pour le retour de Top 14. On va essayer de faire un espèce de mini-jeu. On verra si c'est un draft comme on fait aux États-Unis. Ça va te plaire, Théo, et je pense qu'Amélie, si tu connais pas, ça va être sympa. Donc j'essaie de mettre ça en place pour le démarrage du Top 14. Voilà, donc bien sûr avec plein d'interviews qui va venir aussi. Donc voilà, un petit preview des choses à venir. Voilà, donc c'est tout, je pense, pour cet épisode. Merci encore pour cette émission. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook et même sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous envoyer aussi vos petits commentaires, on adore les lire, et vous faire des dédicaces après sur les émissions suivantes. Allez, à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Salut, ciao. Ciao tout le monde.